Bonjour, alors bienvenue dans la partie C de DevOps. Alors on va voir comment maintenant, à la partie B, on a généré des problèmes, puis dans la partie C, on va voir comment régler ces problèmes-là. Donc évidemment, ce qui est plus compliqué, c'est la gestion des problèmes, parce que les problèmes qui vous sont soulevés, des fois c'est des petits problèmes, mais des fois, quand on est dans un projet informatique, il faut disons, gérer les choses de façon plus ordonnée. Donc, DevOps est là pour nous aider à mieux ordonner notre gestion de problèmes qu'on rencontre dans les projets informatiques. Donc, sans plus attendre, le plan. Donc, on va voir comment résoudre des problèmes, évidemment. Après ça, on va voir comment, on va voir comment résoudre des problèmes, mais à l'intérieur même de DevOps. Après ça, on va voir comment protéger la branche master. Après ça, on va voir comment on peut régler des problèmes, mais avec Visual Studio, ou si vous voulez, avec un éditeur externe, et non pas en faisant de l'édition dans DevOps même. Après ça, on va voir comment, parce que là, on va régler une issue ici, on va régler une issue ici, puis on va régler les autres issues dans la partie 4. Et finalement, on va procéder, ou vous allez procéder à une auto-évaluation et à la remise. Donc, résoudre des problèmes. Donc, dans cette section-là, on va voir comment résoudre des problèmes dans les règles de l'art. Donc, chaque issue est en quelque sorte un ticket à résoudre, et vous, en tant que développeur, vous devez les résoudre un par un. D'une certaine façon. À la rigueur, vous pouvez des fois en résoudre plusieurs en même temps, mais c'est pas conseillé de courir plusieurs lièvres à la fois. Donc, les étapes essentiellement pour résoudre un problème sont les suivantes. Activer et prendre possession du ticket. Comprendre le problème que vous avez à résoudre. Créer une branche spécifique au ticket à résoudre. Régler le problème dans le code. Fusionner avec la branche principale, c'est-à-dire master. Supprimer la branche spécifique que vous avez créée ici à l'étape numéro 3 et finalement marquer le ticket comme complété, donc indiquer au système que vous avez terminé de régler ce problème. C'est la logique même. Donc, activer un ticket. Donc, pour prendre possession d'un ticket dans le Kanban board, vous prenez la carte correspondante et vous l'activez. Donc, vous prenez une carte ici, puis vous la déplacez dans la colonne de New vers Active. Ça va l'activer. Okay. Donc, dans ce cas-là, ici, on prend la carte compte perdue, puis on la déplace dans la colonne Active. Son statut, ici, le statut, c'est marqué State, c'est marqué New. Quand vous allez le déplacer, le statut va passer automatiquement à Actif. Ensuite de ça, prendre possession d'un ticket. Donc, dans un contexte où vous êtes l'unique développeur, c'est probablement pas très utile d'indiquer que le ticket vous appartient en propre. Mais dans un contexte d'équipe, c'est important que chaque membre sache qui fait quoi. Donc, vous pouvez ici cliquer sur la petite flèche que vous voyez en bas de la carte et ça va faire apparaître ici le Unassign pour dire que le ticket n'a pas été affecté à personne encore. Ensuite de ça, vous pouvez ici cliquez sur Unassign pour faire apparaître votre nom et le sélectionner. Donc, à partir du moment où vous allez avoir été sélectionné, ça veut dire que le ticket maintenant vous appartient. Donc, vous êtes le propriétaire ou si vous voulez, la personne qui doit régler ce problème-là. Donc, si vous cliquez sur la carte, vous allez voir une description du problème ou de l'issue. Donc, on comprend que le problème et que si vous regardez le truc de l'issue actuelle, vous allez comprendre que la description est peut-être pas assez précise sur ce qui va se passer quand on va fermer l'application. Est-ce que le compteur va être perdu ou est-ce qu'il va être préservé? Donc, évidemment, si on se pose cette question-là, est-ce que le compte est perdu ou préservé? Probablement qu'il serait préférable que le compte soit préservé. Donc, on va modifier la description en conséquence. Donc, si jamais vous vous dites que l'issue est pas bonne, et n'a pas lieu d'être, puis que vous avez aucune modification à faire,
ben vous pourriez à ce moment-là ajouter un commentaire dans l'issue en question pour indiquer pourquoi vous trouvez que cette issue-là est inutile et pourquoi vous, dans le fond, sautez l'étape de correction pour passer directement à l'étape de fermeture de l'issue. OK? Ensuite de ça, créer une branche spécifique. Donc, vous avez dans le ticket, vous pouvez cliquer sur les 3 points ici, dans le coin supérieur droit, et vous allez voir un menu qui va apparaître. Donc, vous pouvez modifier le titre, vous pouvez ajouter des tâches, des tests, on verra ça plus tard éventuellement, détruire l'issue, et vous pouvez créer une nouvelle branche. New Branch. Vous sélectionnez ce choix. Quand vous allez avoir cliqué là-dessus, il va apparaître un nouveau dialogue de création de branche. Donc, vous allez ajouter un nom ici. En général, on va nommer la branche avec... Des fois, il y en a qui vont rajouter leur nom dans la branche, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Mais dans ce cas-là, la branche, on va l'appeler issue compte perdu. Autrement dit, c'est une issue, puis son titre, c'est compte perdu. Donc, on nomme la branche en fonction de le type de ticket. Est-ce que c'est une issue? Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est une feature? Etc. Et en fonction du nom de l'issue en question. / nom de l'issue. Donc, à la rigueur, on pourrait aussi ajouter notre nom ou l'ID du ticket. Donc, ici, on voit l'ID du ticket, mais le ticket, c'est-à-dire qu'ici, bon, on pourrait aussi ajouter l'ID. Bon, notez qu'ici, vous avez un item associé. Work items to link. Vous avez un item associé automatiquement, vu que vous avez sélectionné branche dans le ticket, et c'est marqué que l'item associé, c'est compte perdu. Admettons que vous voulez faire une modification pour régler plusieurs problèmes en même temps, vous pourriez choisir plusieurs issues pour régler plusieurs problèmes en même temps dans votre branche. Mais évidemment, je vous conseille pas de faire ça, et c'est pas ce que vous devez faire non plus dans la suite de l'exercice. Donc, faites-moi pas un truc où est-ce que vous allez régler 3 issues en même temps. C'est pas ça que je veux. OK? Mais à la rigueur, je vous le dis, vous pourriez faire ça si vous vouliez. Okay? C'est pas conseillé de faire ça, mais vous pourriez le faire. Là, nous, on fait ce qui est conseillé. Une fois que vous avez que tout semble être correct, vous cliquez sur Create Branch. Donc, DevOps va vous rediriger automatiquement vers votre nouvelle branche dans votre repo. Okay. Donc, on pourrait changer de branche en cliquant sur son nom. Par exemple, pour revenir à Master, mais cela ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, vous pourriez, par exemple, ici, cliquer, là, on voit qu'on est dans la branche issue compte perdu. Et si vous cliquez là-dessus, vous pourriez, par exemple, sélectionner Master pour revenir à la branche Master. Mais nous, on veut rester dans la branche issue compte perdu. Après ça, modifier la description. Donc, on veut maintenant modifier la description. Idéalement, on ferait dans Visual Studio. On va voir comment plus loin. Mais c'est un peu plus compliqué de passer par Visual Studio. Donc, pour faire les choses plus simples pour l'instant, on va faire la modification directement dans DevOps. Donc, vous allez cliquer sur le dossier Documentation, ici, Documentation, et ensuite sur la description, .markdown. Le contenu du fichier va apparaître, donc vous allez voir le contenu du fichier ici. Vous allez voir Contents, Preview, History, Compare, Play. C'est différents onglets possibles. Donc, vous allez cliquer sur Edit dans le coin supérieur. Là, je me tasse un peu, mais vous avez le bouton Edit qui va apparaître ici dans le coin supérieur droit. On a besoin d'ajouter une fonctionnalité supplémentaire dans la description. Donc, la fonctionnalité supplémentaire, pardon, c'est la préservation du compteur. Donc, préserver le compteur. Donc, ça demande de modifier le fichier en 2 endroits. Donc, là, la liste des actions possibles, comme on voit ici, et ajouter les détails de fonctionnement. Donc, préserver le compteur. Donc, lorsque l'application se ferme, l'état du compteur est préservé. À la réouverture, le comptage pourra reprendre là où il avait cessé. Aucune action est nécessaire. Ce mécanisme est automatique. Donc, même si c'est écrit « préserver le compteur », c'est pas l'utilisateur qui fait cette action-là. C'est une action automatique de l'application.
Donc, modifier dans DevOps, Preview. Donc, une fois que vous avez terminé vos modifications, vous pouvez cliquer sur Preview. Donc, une fois que vous êtes dans Preview, vous pouvez vérifier que tout est correct. Donc, par exemple, ici, on voit que l'item 5 a été ajouté. Préserver le compteur dans les actions possibles. Et on voit que préserver le compteur, la description apparaît. Donc, tout est correct. Ensuite de ça, vous pourriez cliquer sur Highlight Changes pour voir un diff. OK. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir un diff. Ici, on voit que la ligne 29 a été ajoutée. Il y a un petit plus, puis c'est en vert. Puis on voit aussi que les lignes, bon, vous, ce ne sera pas nécessairement 29. Là. Dans votre cas, ça se peut que ça soit 28, 30 ou je ne sais pas quoi. Puis vous allez voir qu'il y a d'autres lignes ici qui ont été ajoutées pour la description détaillée de l'action préserver le compteur. Donc, tout semble en ordre. Ouais, finalement, je vais me mettre en bas parce qu'on dirait qu'en haut, il y a tout le temps quelque chose. Donc, une fois que vous avez vérifié que tout semble être correct, on peut faire un commit. Donc, vous allez cliquer sur commit. Okay. Puis, vous allez modifier les champs ainsi. Donc, on doit mettre le commentaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a réglé l'issue numéro 1, qui est le compte perdu. La branch name, c'est correct. Le work item to link, c'est déjà sélectionné. OK. Donc, en fait, il peut être pas, je ne sais pas s'il va être sélectionné ou pas. En tout cas, s'il n'est pas sélectionné, ajoutez-le. Okay. Puis, ensuite de ça, cliquez sur Commit. Donc, le commit pour dire qu'il est associé à notre issue numéro 1. Donc, je ne m'en rappelle pas si c'est sélectionné ou pas d'avance. Donc, sélectionnez-le si ce n'est pas le cas. Vous avez juste à faire le appliquer ici, appuyer sur le drop-down qu'il y a là, puis sélectionner la bonne chose. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans l'historique, puis vous allez voir que votre historique a été modifié. Donc, on voit ici, ajout, réglé, issue numéro 1, compte perdu. Donc, vous, ce ne sera pas nécessairement ajout, ça dépend comment vous l'avez fait, quel message vous avez fait. Donc, si vous regardez au bout à droite, ici, votre commit, vous regardez vers la droite, vous allez voir que DevOps nous propose de faire un pull request, ou une pull request. Donc, pull request, on pourrait la faire à l'emplacement en question, mais on peut carrément aussi aller dans repo pull request, donc repo pull request. Et actuellement, il n'y a aucune requête de tirage qui est en cours, mais DevOps affiche un petit message. Et en haut, nous invite à effectuer encore une fois une pull request. Donc, cliquez sur pull request finalement, pour qu'on y aille. Create pull request. Donc, la configuration par défaut est pas mal la bonne. Okay? Normalement, il faudrait ajouter des réviseurs, par exemple des collègues qui vont réviser votre travail et l'approuver. Mais c'est un peu overkill quand vous êtes le seul à travailler sur votre projet. On va le faire malgré tout pour montrer comment ça fonctionne dans une équipe. Donc, ajoutez-vous vous-même comme réviseur et appuyez sur Create. Donc, Reviewers, vous vous ajoutez vous-même et vous appuyez sur Create. Ensuite de ça, la pull request, le détail apparaît. On peut faire une révision. Donc, DevOps nous amène à la page de pull request. Vous pourriez procéder à la révision de la requête d'une autre personne avec cette fenêtre-là. Okay? Mais pour l'instant, c'est votre propre requête. Donc, dans le coin supérieur droit, vous pouvez approuver, rejeter ou attendre des modifs de l'auteur. Donc, on voit ici, là, quand on clique sur ici dans la drop-down à côté d'Approve, on peut décider d'approuver. On peut décider d'approuver, mais avec certaines suggestions, d'attendre que l'auteur nous apporte des modifications ou carrément rejeter la pull request. Donc, nous, dans ce cas-là, on veut approuver, donc on approuve. Une fois que vous avez approuvé, il faut compléter la pull request. Donc, vous cliquez sur Complete. Vous allez avoir un bas de dialogue qui va apparaître. Donc, le bas de dialogue vous invite à procéder à certaines configurations qui sont très importantes. D'abord, le type de fusion. Donc, on va expliquer les différences. Donc, je vois que c'est moi qu'il faudrait qu'il fasse ça maintenant. L'autocomplétion du ticket, donc Complete Associated Work Item After Merging. On peut cliquer ça, donc cliquez-le. La délétion de la branche, Delete Issue Compte Personne After Merging. Cliquez ça pour détruire la branche automatiquement. Donc, sélectionnez les options comme vous les voyez ici. Nous autres, on veut un semi-linéaire merge. Donc, mais là, je vois qu'il va falloir que j'explique les différences qu'il y a là.
Alors, j'ai trouvé un document intéressant qui décrit un peu les types de pull request de merge, c'est-à-dire le type de merge, de fusionnement qu'on peut faire d'une branche dans la branche master ou une autre branche. Là. Donc, le premier type de fusionnement qu'on peut faire, c'est le fusionnement, disons, standard, qui est le merge no fast forward. Donc, malheureusement, lui, ce qu'il fait, c'est que il crée des historiques qui sont plus compliqués, donc qui sont généralement non linéaires. Donc, c'est pas tellement, en tout cas, moi je considère que c'est pas le meilleur qu'on peut avoir. Donc, une autre possibilité, c'est le squash commit. Donc, le squash commit, lui, ce qu'il fait, c'est que il résume tous les commits que vous avez fait dans votre... parce que, en fait, ça, je l'ai pas dit, là, mais ça, là, en gris, c'est le la branche maîtresse. En bleu, c'est la branche de développement, que la branche spécifique que vous avez créée pour développer, pour ajouter quelque chose. Donc, ici, le squash commit, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tous vos commits que vous avez fait dans la branche développement, puis il les fusionne ensemble pour créer un seul commit qui va être ajouté à la suite de l'historique. Donc, ça a l'avantage de créer un historique linéaire. Cependant, ça a le désavantage de faire en sorte que tous vos commits sont réunis en un seul. Il y en a qui considèrent que c'est pas un désavantage. Moi, je considère que ça peut être un léger désavantage, donc je préfère que vous n'utilisiez pas cette technique-là. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise technique. OK? Mais ça détruit en quelque sorte toutes les étapes que vous avez fait ici, puis ça les résume en un seul, ce qui n'est pas toujours intéressant. Autrement dit, ça détruit des commits. Tandis que ici, on n'a pas de destruction de commits. Une autre possibilité, c'est de faire un rebase. Donc, un rebase, ce que ça fait, c'est que ça prend tous les commits que vous avez créés dans votre branche ici, puis ça les ajoute à la suite de l'historique. Donc ça crée un historique parfaitement linéaire, mais ça efface les traces du fait que vous avez créé une branche pour après ça l'insérer dans master. Fait que ça crée, autrement dit, ça va polluer votre branche master avec peut-être des petits commits qui sont pas tellement intéressants. C'est pour ça que, selon moi, le meilleur commit que vous pouvez faire, le meilleur type de fusionnement que vous pouvez utiliser, c'est le fusionnement semi-linéaire, donc avec lequel on rajoute vos commits à la suite des commits qui existent déjà dans master, mais on crée un nœud de fusionnement ici, donc de sorte que quand vous allez consulter votre historique de master, il va juste apparaître les grandes étapes, donc tel pull request a été fusionné, tel pull request a été fusionné, donc ça marque vraiment les principales étapes de votre développement de master, et vous avez toujours vos commits secondaires qui apparaissent ici. Si on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour faire cette modification-là, on peut aller ici dans les commits secondaires puis voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est sûr qu'il y a certains inconvénients à utiliser ce genre de choses-là, le fusionnement semi-linéaire ou le fusionnement basé sur rebase. Il y a certains problèmes à l'effet que des fois, ça se peut que si vous fusionnez quelque chose, peut-être vous allez avoir une modification qui va être un peu... Des fois, il peut y avoir certains petits problèmes, là, petits glitches, je dirais, qui peuvent se produire avec ça, mais en général, ça va quand même assez bien. Donc, c'est pour ça que je considère que celui-là, c'est préférable. Donc, enfin, c'est ça. Donc, un instant, je fais une pause. Donc, on revient à la suite de notre diaporama. Donc, le statut de la requête va changer pour complete, compléter. Après ça, la branche spécifique a été supprimée. Donc, si jamais vous affichez toutes les branches ici, vous allez regarder, vous allez voir que la seule branche qui reste, c'est master. Donc, votre autre branche issue a disparu. Okay. Et l'historique ici, l'historique des commits va montrer qu'il y a eu une fusion. Donc là, ça a l'air un peu bizarre ce que vous voyez là, mais c'est pas bizarre tant que ça. Donc vous allez voir que l'historique va se replacer. Donc on voit ici qu'on a réglé l'issue numéro 1 dans notre branche et la branche master va comprendre uniquement des merges. OK, donc on va avoir des merges pour request réglé numéro 1. C'est sûr que dans ce cas-là,
on a créé 2 nœuds, en fait, là où on aurait pu en mettre juste un. C'est sûr que si vous, ici, à chaque fois que vous corrigez un problème, vous faites juste un commit, ben, ça augmente un peu l'historique. Mais en général, on va faire plusieurs commits pour régler des problèmes, sauf quand c'est des petits problèmes. Et là, nous, c'est des petits problèmes, donc c'est pour ça qu'il y a juste un commit. Mais il faut y avoir 5, 6, 7 commits pour régler un problème avant de faire un pull request. Donc ensuite de ça, il reste à finaliser le ticket. Donc si vous affichez le tableau Kanban, vous allez voir que le ticket ici a été automatiquement fermé quand vous avez complété la requête parce qu'on avait coché la case d'autocomplétion. Donc c'était peut-être un peu prématuré. Donc personnellement, moi j'aurais préféré peut-être que le ticket, plutôt que de se ramasser dans la colonne Closed, il se ramasse dans la colonne Resolved. Donc pour vous dire, pour dire qu'il reste encore une petite affaire à faire. OK? Donc, il faut ajouter un commentaire pour dire qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre l'issue. Donc, on peut rajouter un commentaire. Donc, vous allez cliquer sur le ticket. Et dans les détails à droite, on voit que le ticket a fait l'objet d'une pull request. Il y a même un commentaire qui a été automatiquement ajouté. Okay. Donc, dans le cas des issues et des bugs, c'est une bonne idée d'ajouter un commentaire pour indiquer comment on a résolu l'issue. Par exemple, vous pourriez ajouter le commentaire suivant. En fait, faites-le, ajoutez le commentaire suivant. Donc, solution. On a modifié la description en ajoutant une nouvelle fonctionnalité, préserver le compteur. Donc, on dit ce qu'on a fait pour résoudre le problème. Donc, une fois que vous avez fait ça, l'issue comme telle est vraiment réglée. Donc, si vous, après ça, vous allez consulter le backlog et les work items, vous allez voir que l'issue numéro 1 a été déplacée. C'est-à-dire, n'en fait plus partie parce qu'on a réglé l'affaire. Donc, en résumé, les étapes pour résoudre un ticket sont les suivantes. Activer et prendre possession du ticket dans le tableau Kanban. Comprendre le problème. Donc, ça peut être en regardant dans la fiche puis en discutant avec le client. Le client, c'est la personne qui a remarqué l'issue ou qui a trouvé l'issue, etc., qui a trouvé le problème. Créer une branche spécifique au ticket à résoudre. Donc, les tickets, ça c'est en haut à droite du ticket. Régler le problème dans le code. Donc, ça peut être dans Visual Studio ou directement dans DevOps. Dans DevOps, c'est pour les petites choses. Dans Visual Studio, normalement, c'est là qu'on ferait la job. Donc, fusionner avec la branche principale master. Ça veut dire faire un pull request et passer au travers des étapes de pull request. Supprimer la branche spécifique, on a vu que en faisant la pull request, ça peut se faire automatiquement. Et finaliser le ticket, donc ajouter un commentaire pour indiquer c'est quoi notre solution, puis après ça, déplacer le ticket dans la colonne finale du tableau Kanban. On a vu qu'encore une fois, en cochant la case, ça pouvait se faire automatiquement. Alors voilà.